Ce mois-ci, Chibero Telebista a visité la ferme L'Escale à Espesse-Indurin. Rencontre avec les deux gérants. Puis Philippe Daquin, un passionné de rallye raid, nous raconte son séjour au célèbre Dakar. Enfin, rendez-vous avec nos 3 voyageuses du mois, Céline, Marie-Jo et Mirenchou, récemment débarquées du Népal. Bienvenue à Espesse-Indurin, à la ferme L'Escale. Ernest et son fils Jérôme, 2 agriculteurs à la pointe de la technologie, ont fait le pari de développer la première ferme robotisée du Pays Basque. Je suis aide familiale depuis l'âge de 16 ans, installé en 82, à l'âge de 21 ans. Dans mon installation, on avait des vaches blondes, avec des brebis à viande. Et en 84, on est passé aux vaches laitières. En 87, on a fait une première stabilisation. Et après, de 2011 à 2013, on a fait toute la maçonnerie, tous les bardages ont été faits par nos soins avec des copains. Et on a passé quand même 2 ans parce qu'à voir comme ça, on dirait que c'est pas grand-chose, mais il y a pas mal de travail pour des agriculteurs qui ne sont pas des professionnels. Et après, le fils s'est installé en 2013 avec un projet de robotisation pour la traite des vaches. Donc voilà, je me suis associé avec mon père en 2013. Auparavant, j'ai été en bac pro à Saint-Palais, puis un BTS à Montardon. Et suite à ces études, j'ai réalisé des stages sur différentes exploitations qui sont elles aussi robotisées. À partir de là, j'ai été visiter à la maison mère de Laval en Suède. Et de là, nous avons été avec mon père voir différentes exploitations robotisées. Nous avons eu un projet robot et depuis, ce projet s'est concrétisé. Donc, nous sommes sur l'atelier lait. Nous sommes dans une stabilisation libre avec traite robotisée que nous surveillons par le biais d'un système informatique. Vous pouvez voir ici les vaches au niveau alimentation et au niveau aire de couchage. Sous nos pieds se trouve le robot. Ici nous sommes dans le parc d'attente pour les vaches à la traite. Et à partir de là, celles-ci sont identifiées par une porte intelligente qui leur permet d'aller en alimentation ou obligatoirement de se faire traître. Donc nous nous trouvons sur la stabulation qui elle est entièrement robotisée pour la traite. Chaque vache est identifiée par une médaille électronique. On rentre manuellement sur l'ordi toutes les étapes de sa vie et de là on teach la vache, c'est-à-dire on programme les trayons en bas au robot pour tout ce qui est après branchement automatique pour la traite. Donc les vaches sont enregistrées informatiquement. À partir de là, elles peuvent circuler et venir se faire traire naturellement et sans intervention humaine. Le robot est en libre accès, donc si la vache est acceptée, le robot lui donne une ration alimentaire. Si celle-ci est refusée, la porte reste ouverte et celle-ci peut sortir. Donc la traite débute par l'identification de la vache. Donc le robot, par le biais d'une caméra, identifie la boucle électronique de la vache. De là, il accepte la vache en traite. Il commence différentes étapes. Il lui désinfecte les trayons et tire les premiers jets. Il branche en traite. Ensuite, il commence la traite de la vache. Et en fin de traite, il désinfecte la mamelle pour que celle-ci sorte. Tout ce temps-là, il lui distribue le correcteur azoté et un aliment de production.
Avec ce système de traite automatisé, la vache peut se faire traire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au centre de notre stabulation, nous avons la porte intelligente qui permet d'aiguiller vers la zone de traite ou la zone d'alimentation les vaches. Le changement de stabulation a nécessité un temps d'adaptation. Pendant 15 jours environ, nous avons orienté les vaches dans la stabulation. Et concernant la partie robotique, nous avons habitué ces vaches en leur distribuant de l'aliment. Concernant le bien-être animal, nous avons investi dans une brosse et des tapis de marche en caoutchouc à la place du béton. Si cette visite vous a plu, sachez que nous recevons de temps en temps des groupes ou associations, donc n'hésitez pas à nous contacter pour une visite approfondie. Depuis 40 ans, c'est avec impatience que tous les passionnés de rallye-raid attendent ce fameux rendez-vous, le Dakar. Témoignage d'un Souletin qui participe à l'organisation du Dakar depuis quelques années. Alors, je m'appelle Philippe Daquer, j'ai 42 ans, natif de Lichos. J'ai commencé dans l'agricole, chauffeur de tracteur, de moissonneuse-batteuse. Et puis maintenant, j'aime toujours ce qui roule. Je suis chauffeur de poids lourd en collecte de lait dans le Pays Basque et le Béarn. Donc toujours passionné de sport mécanique, et, voilà, j'étais notamment intéressé depuis tout gamin d'aller sur le Dakar. Je l'avais dit à ma mère, et puis voilà, et puis maintenant, 25 ans après, ça se concrétise. On a postulé avec un copain pendant 4 ans au niveau d'ASO, l'organisateur, et on a été refusé. Et puis après, en 2013, on a organisé une marche de championnat de France d'enduro-moto à Saint-Palais avec le motoclub de Gave, dont j'étais le président pendant 10 ans. Et puis on a connu d'autres personnes qui étaient impliquées sur le Dakar, et puis voilà, et de fil en aiguille, ça s'est fait, et voilà. Donc maintenant, je suis sur le Dakar depuis, mon premier c'était 2015, et là je viens de faire le 4e en 2018. Voilà, donc sur le Dakar, eh bien, je fais partie d'une équipe de contrôle horaire en fait. Il y en a 4, et ce sont maintenant ce qu'on appelle les alphas, alpha 1, 2, 3 et 4. Ce travail consiste à prendre les cartons de pointage de la journée, donner les roadbooks du lendemain et faire signer éventuellement les pénalités quand il y en a, quand il y a des manques de waypoint, des excès de vitesse. Voilà à quoi consiste le job un peu d'Alpha 4. Comme difficulté, on va dire que c'est les amplitudes horaires. Alpha 4, on est en place à peu près, les concurrents élites arrivent des fois vers 13h, 14h. Et nous, il faut qu'on reste en place jusqu'au dernier concurrent rentré. Et ça s'étale beaucoup. Le dernier concurrent rentré, des fois, à 8h du matin, il n'est toujours pas rentré. Un bivouac, qu'est-ce que c'est un bivouac? Un bivouac, c'est une énorme machine. Même moi qui suis passionné de sport mécanique, c'est ce qui m'a halluciné la première année. C'est déplacer tout ce truc, c'est à peu près 2500-3000 personnes suivant les années. Et après, il y a beaucoup de matériel qui travaille en tiroir, c'est-à-dire qu'ils font des jours 1, 3, 5, 7, et d'autres matériels qui font 2, 4, 6, parce que les distances sont trop énormes. Mais un bivouac, c'est vraiment hallucinant, ça s'étend sur 3-4 hectares. Et voilà. Avec tout ce qu'il faut avec pour vivre dessus, c'est-à-dire le comedor, les toilettes, les douches, voilà, et tout ça c'est transféré d'un bivouac à l'autre, totalement autonome. Voilà. Ça, on peut être en plein milieu du désert, il y a des groupes électrogènes, il y a tout ce qu'il faut. Il y a cette fameuse balise qui a 3 boutons dessus, donc bien sûr le bouton rouge en cas d'urgence, et là le pilote peut appeler PC Paris, ou le PC Paris peut appeler l'autre pilote. Voilà. Et après, il y a 3 couleurs distinctes donc, sur les écrans du PC course, c'est-à-dire que quand c'est rouge, c'est que la moto est arrêtée depuis plus de 5 minutes, moto, voiture ou camion. Et après, quand c'est jaune, c'est qu'il est arrêté mais pas renversé. Voilà. Et après, quand c'est vert, c'est que ça roule voilà, normalement.
Donc pour une question de sécurité, ça fait maintenant 4 ans que c'est en place. L'organisateur ASO a mis une procédure en place qui s'appelle procédure de visiteurs du soir. C'est-à-dire que ce qui concerne tous les pilotes solo, c'est-à-dire les motos, les quads, et des fois, quand il y en a, quelques buggy solo, puisqu'il y a quelques années, il y en a eu. Voilà, donc ces gens-là, si jamais c'est souvent les directeurs de course qui nous disent à partir de telle heure, il y aura, souvent c'est minuit, 1h du matin, il y aura des visiteurs du soir. Donc ces visiteurs du soir, c'est ces fameux pilotes qui rentrent très tard, qui peuvent être dans un état de fatigue avancée, et pour des raisons de sécurité. On a ce protocole à respecter, c'est-à-dire qu'il faut qu'on check avec les gars du safety, le GPS et la balise, si tout marche. Après, on les amène au médical, on reste toujours avec eux au médical pendant qu'ils sont checkés par les médecins. Les médecins, sur ce fameux carton, mettent l'avis favorable ou non. Et après, on les amène au PCO, et c'est au PCO, donc, avec le directeur de course, qui prennent la décision, suivant leur état de forme et l'avis des médecins, s'ils peuvent repartir le lendemain. S'ils sont dans un état vraiment trop fatigué, ils ne laissent pas repartir ces pilotes le lendemain. Gabor, c'est un pilote tchèque, c'est vraiment un amateur qui cette année encore, on a plaisanté sur une étape marathon avec lui. Il nous racontait qu'habillé, il fait avec la tenue de moto 150 kg. Et voilà, quand il n'a pas la tenue de moto, il fait 130 kg. Et donc l'an dernier, ASO avait été un peu sévère sur les excès de vitesse les 3 premiers jours. Et notamment, lui, il s'est fait attraper à 51 km/h pendant 3 jours. Donc voilà, et il nous avait dit que les Français, c'était la corruption, puisque l'organisateur ASO est un Français. Voilà. Et puis après, en fin de rallye, il est venu nous voir, il nous a tapé sur l'épaule et c'était passé, c'était sur le moment. Voilà. Et encore cette année, on a bien plaisanté avec lui. Dans l'équipe, on est 6, donc on est 3 Européens. Et donc après, il y en a 3 qui sont d'Argentine, qui sont de la région de Cordoba. Et cette année, le Dakar s'est fini à Cordoba, donc il y avait une boucle Cordoba-Cordoba. Et on a fini dans un fameux stade qui s'appelle Kempes. C'était un grand joueur de foot dans les années 80. Et donc, un gars qui travaille avec nous dans l'équipe donne des cours de sport dans ce fameux stade. Et donc, il habite à 2 km. Et puis là-bas, les Argentins, ils aiment faire ce qu'on appelle, nous, barbecue ici, eux, ils appellent ça asado. Et donc, il est parti chercher tout son matériel chez lui. Il est revenu avec sa voiture perso, puisqu'il habitait à 2 km. Et puis voilà, toute la dernière journée, on a passé à faire des asados. Voilà. Il est parti 2 fois à la boucherie acheter la viande, parce qu'on n'avait pas eu assez. Alors, qu'est-ce qu'on fait après le Dakar? Donc déjà, on se repose un petit peu, parce que le Dakar, on s'en va pour 3 semaines. C'est pas de tout repos, voilà, il y a des nuits, on passe des nuits à 4 heures, des fois en moyenne. Alors, un petit conseil pour les jeunes, il ne faut jamais baisser les bras. La preuve, 25 ans après, j'y suis. J'avais dit à ma mère un jour que j'allais y aller. Puis voilà, j'y suis. C'est vraiment une aventure humaine. On s'en va quand même 3 semaines, on traverse des pays, on voit des cultures différentes. Voilà. L'Amérique du Sud est vraiment magnifique. Dans le restant de l'année, après, on est en contact par mail, par téléphone, avec nos responsables respectifs, avec les secrétaires là-bas de chez ASO. 3-4 fois, et plus une réunion, le grand séminaire, qui est tout le temps le premier week-end de décembre à Paris. À l'occasion des 60 ans de Marie-Jo, sa fille Céline et Myrène lui ont proposé de l'accompagner au Népal pour un trek. Marie-Jo a l'habitude de cette destination, pour y avoir été à 2 reprises déjà. Et elle fait même partie d'une petite association qui aide les habitants d'une petite vallée sinistrée par le tremblement de terre d'avril 2015. Je vous propose maintenant de nous suivre pour écouter leur récit autour d'un petit thé. Allez, on y va! Alors Marie-Jo, quelle a été ta réaction lorsque ta fille est venue te voir pour te proposer ce projet? Que ça a été une grande surprise, mais ça a été aussi l'occasion pour moi de réaliser un projet auquel je tenais très très fort. Voilà, donc nous avons préparé ce trek avec Suraj de l'agence Napoléon Trekking à Katmandou. On a choisi de faire un trek avec un objectif humanitaire pour l'association Les Enfants des Montagnes du Monde. L'association dont tu fais partie? Oui, voilà, dont je fais partie et qui a été créée par Jacques Triquet. D'accord, donc c'est surtout des treks humanitaires?
Oui, dans cette vallée-là, oui. Dans cette vallée. Et donc vous, en amont, ici, vous avez organisé des actions pour ramener un petit peu d'argent, etc. Oui, on a organisé quelques semaines avant le départ un trek, non pas un trek, une rando yoga sur les plateaux de la Madeleine. Donc d'ailleurs on remercie Marie-Hélène et Fabienne qui ont organisé donc une séance de yoga pour adultes et une séance de yoga pour enfants. Ça nous a permis aussi de récolter quand même 1 500 € pour l'association, voilà, qu'on a reversé à l'association pour un projet bien particulier dont on parlera tout à l'heure. D'accord. Et pour ma part, donc, je tenais à faire participer à l'école de Viodos, à chaque enfant de la classe de CP et de CE1, d'amener une peluche. J'ai pris l'enfant en photo avec la peluche là-bas à l'école de Viodos. Et quand nous avons fait notre trek au Népal, donc on a distribué ces peluches au fur et à mesure de notre parcours avec voilà, des petits coups de cœur. Et donc j'ai pris en photo le petit Népalais avec la peluche et j'ai ramené ces photos en France. Et Marie-Jo, du coup, tu peux nous expliquer quel a été votre parcours? Vous êtes partie de Katmandou, je crois? Voilà, on est parti de Katmandou. On a fait, en fait, notre périple se passait dans la Tsum Valley. C'est une région qui est assez isolée au nord-ouest de Katmandou et que l'on atteint en une journée de 4x4. Voilà, et les villages ont été extrêmement touchés par le tremblement de terre et ne sont pas encore reconstruits. Les villageois là-bas, tu vois, ils cultivent du riz, de l'orge, des pommes de terre. Ils vivent vraiment en autarcie. Oui, ils vivent vraiment en autarcie. Il y a très peu d'hommes dans les villages parce qu'ils sont partis soit en trek, soit travailler dans le golfe Persique. Donc on est parti d'Arugat à 600 mètres et on est arrivé 7 jours plus tard au monastère de Mugompa qui est à la frontière du Tibet et qui est à 4000 mètres. Et là-bas, on a assisté aux cérémonies, on a mangé dans la cuisine, parce qu'il y a des moines qui vivent en permanence, et dormi dans leur chambre, entre guillemets, très froide. Et par contre, la veille aussi, avant d'arriver, on a eu la chance d'être accueillis par un Rinpoche, qu'on appelle là-bas, c'est un bras droit du Dalai Lama. On a eu des échanges très très intéressants, notamment au sujet de notre trek. Et cet homme-là avait un visage radieux, le visage d'un sage. Quoi. Donc voilà. Vous avez eu une audition un peu oui, pour nous, rien que pour nous. Voilà, nous, toutes les trois, et Passang, qui étaient avec nous, qui faisaient l'interprète. D'accord. Voilà. Et ce Passang, tu peux nous raconter un petit peu sa vie, son... Mais Passang, ça a été notre guide, ouais. Ça a été l'élément central de notre trek. Ouais. C'est un jeune homme de 25 ans, mais d'une intelligence et d'une clairvoyance folle. Il parle 4 ou 5 langues. Il a appris le français grâce aux touristes trekkers qu'il a rencontrés au fur et à mesure des années. Donc il y avait Nir, il y avait Dawa, il y avait Zala qui nous ont accompagnés, c'était nos porteurs, donc ils portaient nos sacs, nos gros sacs, c'est-à-dire le sac de tout le long du trek. Dans lequel vous aviez mis tous les habits, les doudous, oui. Que vous alliez distribuer oui. Après on a... l'agence avec laquelle nous sommes partis, Napoléon Trekking, ils ont une philosophie particulière, c'est qu'ils n'exploitent pas les porteurs. Il y a d'autres agences internationales, certains porteurs ont 40 kilos sur le dos, sont mal chaussés, on en a croisé en claquettes, c'était monstrueux. Les nôtres, ils ont 20 kilos maximum, ils sont équipés, et nous on tenait à ce que l'aventure se fasse tous ensemble, c'est-à-dire Passang, les 3 porteurs et nous 3. On a fait tout le trek ensemble. Alors que d'habitude, les porteurs partent le matin à 6 h et les trekkers sont simplement avec le guide tout au long de la journée. Donc nous, on a vraiment créé des liens très forts avec eux. Voilà, les soirées, on les passait avec eux, on essayait de dîner avec eux. Et à quel moment vous avez distribué vos vêtements? Alors, en fait, tous les matins, on mettait dans nos sacs que l'on avait sur le dos des doudous, des petites voitures, des ballons qu'on distribuait aux enfants qu'on croisait au fil des villages. Après, l'ensemble des vêtements, on avait quasiment 30 kilos de vêtements pour enfants. On avait ciblé avec l'association un village bien particulier qui est assez pauvre, Ripché. On a fait le tour de toutes les familles. On a recensé le prénom des enfants, l'âge, donc du coup pour après le soir faire des petits colis pour chaque famille. Donc on a tout organisé pour pas que le matin à 7 h ça soit le bazar et qu'on soit pris par les gens qui voulaient bénéficier de tout ça. Et la somme de 1 500 €, à quel moment, à quoi elle a servi? En fait, voilà, l'association des enfants des montagnes du monde s'est engagée
à participer à la reconstruction d'une école. Donc nous sommes partis là-bas avec nos 1500 € qu'on a remis à Jacques et à Surage, dont on vous a parlé tout à l'heure. On leur a remis cette enveloppe et c'est eux après qui distribueront au fur et à mesure de l'avancement des travaux cet argent au chef du village. Donc il faut savoir que à l'époque, quand on y a été, donc au mois d'octobre dernier, les fondations de l'école avaient été faites par les femmes du village et que les briques, puisque là-bas ils fabriquent les briques une par une au bord de la rivière, 450 mètres plus bas, donc étaient en train de sécher au bord de la rivière. On a vu, on est passé à côté. Et que ces briques, une fois sèches, et tout le reste du matériel pour construire l'école, sont montés à dos de mule des villageois, donc au niveau du chantier. Et combien d'élèves vont à cette école? Mais là, il y a 25 élèves qui ont de 4 à 6 ans qui vont dans cette école. Donc actuellement, ils sont dans une école provisoire. C'est une petite tente, voilà, fait avec des nattes tressées. Donc ce serait que d'avoir une école en dur. Voilà, ça leur permettra d'apprendre à lire et à écrire à l'abri du froid et de la pluie. Donc là, ils vont dans ces écoles-là, dans leur village, jusqu'à 6 ans. Après, il faut savoir qu'à partir de 6 ans, donc les enfants vont à l'école à Katmandou. Donc Katmandou, pour certains villages isolés où on est passé, il faut se rendre compte que c'est à 7 jours de marche pour des enfants et 1 jour de 4x4 donc pour se rendre à Katmandou. Alors au niveau sportif, donc vous avez marché pendant 7 jours de montée, 7 jours de descente. Comment se passait une journée type? On se levait vers 6 h, bon, après une nuit dans des conditions un peu sommaires, mais voilà, un bon petit déjeuner parce qu'il y avait des espèces de chapatis, un peu comme nos pastèches ici, on mettait du miel ou des œufs frits dessus, on mangeait bien. Hein. On partait, on faisait une pause au bout de 2-3 heures de marche, un petit thé, on s'arrêtait déjeuner voilà, vers 13 h, 13 h 30. Donc c'était des repas chauds à chaque fois? Oui, on nous demandait, ça tournait toujours autour du riz, des pâtes, des choses, des féculents, des choses assez consistantes, ou alors après on pouvait prendre des petites soupes avec par exemple une omelette. Comment s'appelle le plat Le plat typique, c'est le dalbat. Ouais, c'est un mélange, c'est une soupe de lentilles avec du riz, quelques légumes verts. Voilà, c'est le plat vraiment national que tout le monde mange, quoi. D'accord. Et physiquement, quelle a été la journée la plus difficile, on va dire? On a eu 2 grosses journées à monter, où vraiment on n'est monté que 4 ou 5 heures, mais c'était les cuisses brûlées, quoi. De Ripché, on a quand même monté quasiment 1300 marches, des marches construites par les Népalais, assez hautes. Donc l'effort physique était très dur, c'est-à-dire qu'on ne se parlait pas, on restait concentré sur ce qu'on avait à faire. On a fait le choix d'accélérer la descente, on a fait des journées à 10 heures de marche. On a fait descente, et au niveau des articulations des genoux, c'était assez dur, mais voilà. C'était des efforts mais qui en valaient la peine, parce que c'était magnifique, quoi. Ça valait le coup, vous avez certainement vu des paysages magnifiques. Voilà, on a marché dans des paysages extraordinaires, alors des fois à côté du lit de la rivière, dans des vallées encaissées, d'autres fois sur des crêtes, on avait les sommets enneigés. Voilà, on avait l'impression de les avoir tout à côté, alors que pas du tout, mais des paysages extraordinaires. On a aussi croisé beaucoup de signes de la religion bouddhiste, puisque c'est une vallée très bouddhiste. Donc on a vu beaucoup de stupas, ce qu'ils appellent là-bas. Donc c'est des petits monuments de pierre qu'on contourne par la gauche. La religion bouddhiste veut qu'on les contourne par la gauche. On a aussi longé beaucoup de murs ramani. Donc c'est des murs de prière, en fait c'est des murs faits avec des pierres dans lesquelles sont gravées des prières. En népalais. Il y a quand même encore beaucoup de signes d'huile du tremblement de terre. Et au niveau des conditions météo, comment ça s'est passé? Alors on a eu une météo parfaite tout le long du trek. On a eu une matinée de pluie, donc voilà, ça n'a pas été dérangeant. Si on a eu du très beau temps, on a eu assez chaud sur les premiers villages, on était en manche courte. Par contre, arrivé à 3000. À partir de 3000. Voilà, là on a commencé à avoir froid. Pour arriver à 4000 à avoir un ressenti de, je sais pas, moins 10 peut-être. Et avec le pompon, la neige, quand on est arrivé à notre but ultime qui était Mugamba. Magnifique. Voilà, magnifique, extraordinaire. Ouais. Pour terminer, vous teniez à remercier les personnes qui ont de près ou de loin participé à votre projet. Oui, tout à fait. Beaucoup de personnes ont participé, que ce soit financièrement, humainement, par leur soutien. Et pour cela, nous avons comme projet de présenter un diaporama d'ici quelques mois. Et ça sera également l'occasion que vous vous rendiez compte
à quoi a servi l'argent collecté. Pour ma part, je voulais préciser que la distribution de doudous qu'on a fait là-bas peut paraître peut-être superficielle aux yeux de certains dans une vallée qui n'a rien et voilà, qui manque de tout. Mais le sourire d'un enfant et son visage radieux, voilà, quand on lui offre ce doudou, pour nous ça a été des moments merveilleux et voilà, et on est ravis d'avoir pu assister à ça. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que je suis très heureuse et super fière d'avoir fait ce trek avec ma maman et avec Myrène, ma meilleure amie, parce que ce sont deux personnes qui comptent énormément dans ma vie. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion dans les années qui viennent de revivre une aventure telle qu'on l'a vécue il y a quelques mois. Voilà, et moi je termine en disant que le Népal reste ma destination préférée et les Népalais, un peuple vraiment très courageux et plein d'humilité. Et voilà, et moi je voudrais remercier mes deux filles qui m'ont permis de vivre une très belle aventure. Voilà, et donc c'était un très beau cadeau. Voilà. Namaste. Namaste.